Depuis le début de la pandémie, difficile d'échapper aux reportages, études et autres podcasts sur le phénomène des cadres en quête de sens et de meilleure qualité de vie qui décident de quitter Paris pour d'autres horizons. Ce phénomène est une réalité, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Selon Centrinfo, spécialiste de l'information dans la formation, 47% des actifs sont en train de se reconvertir ou envisagent de le faire. Et il n'y a pas que les urbains en CDI bien payés qui ont envie de faire autre chose. La reconversion, beaucoup de gens y pensent. 30% des indépendants, 34% des 18-24 ans, 25% des personnes sans emploi. Le problème, c'est qu'entre l'envie de se reconvertir et la réalité, il y a parfois un gouffre. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas quitter leur territoire. Les acteurs de la compétence ont une mission claire, que tout le monde puisse se former pour trouver sa place dans le monde du travail. La formation professionnelle est un secteur en pleine évolution et avec le podcast Objectif Compétences, nous avons voulu mettre un coup de projecteur sur ces transformations. Je suis Antoine Amiel, fondateur de Learn Assembly et administrateur chez les acteurs de la compétence. Je suis Christophe Ken, fondateur de Kilotoa et administrateur chez les acteurs de la compétence. Bienvenue dans Objectif Compétences. Dans ce 4e épisode, nous allons nous demander comment développer les compétences nécessaires aux besoins d'un territoire pour préserver son tissu économique. Et nous verrons pourquoi il est nécessaire d'aller au plus près des acteurs économiques et des demandeurs d'emploi pour s'adapter aux réalités du terrain. Cherche électricien, cherche peintre industriel, cherche fromager, cherche ingénieur qualité. Sur les vitrines des agences d'intérim de la ville de Château-Gontier, les petites annonces de ce type ne tarissent pas. C'est ce que raconte le journaliste du Monde Luc Bronner dans un reportage fait dans cette ville de 17 000 habitants au début du mois de juin 2021. Château-Gontier se trouve au sud de la Mayenne, un département plutôt rural où le taux de chômage est de 5,2%. Il est plus bas que la moyenne nationale qui s'établit actuellement à 7,6%. C'est une ville tranquille, avec tout un tissu de PME familiales qui tourne bien et qui n'arrivent pas à recruter. Ces constats interrogent sur la capacité et les moyens dont disposent les territoires pour préserver leur tissu économique. Autrement dit, comment les acteurs locaux peuvent-ils développer les compétences nécessaires aux entreprises et conserver leur savoir-faire ? D'un territoire à un autre, les enjeux économiques et sociaux ne sont pas les mêmes. Une zone désindustrialisée, une métropole, une région rurale n'ont rien à voir. Ce qu'il faut dire et redire, c'est que le développement des compétences est une partie de la réponse. Ce n'est pas nous qui vous dirons le contraire, mais seulement une partie. La mobilité, la rémunération, les conditions de travail, la qualité du management sont des enjeux tout aussi importants. La question est toujours la même, qui est de dire comment apportons-nous une réponse aux besoins en compétences des entreprises ? La personne que vous venez d'entendre s'appelle Thibaut Douet. Il est directeur de la formation professionnelle pour la région Hauts-de-France. Avec lui, nous avons voulu comprendre comment une région coordonne sa politique en matière de formation professionnelle. Et l'un de ses principaux défis, c'est de pourvoir les métiers en tension. Les régions doivent donc identifier les secteurs concernés afin d'améliorer l'offre de formation et répondre aux besoins des entreprises. Partout en France, plusieurs secteurs sont en difficulté, comme l'industrie ou le bâtiment. Et c'est particulièrement le cas dans les Hauts-de-France. Nous, en Hauts-de-France, particulièrement sur l'industrie, c'est un sujet épineux puisque on a plusieurs zones industrielles qui sont très développées. Si je pense au territoire du Vimeux, par exemple, où il y a encore un fort tissu industriel. Et puis, on a de grosses industries stratégiques. On a l'industrie ferroviaire et on a également donc l'industrie automobile. Et ces entreprises-là sont régulièrement en recherche de personnes qui acceptent de venir travailler, alors même que ce sont des produits qui sont plutôt valorisants au final. Mais là, il y a de vraies tensions dans ce secteur d'activité pour toute la filière d'ailleurs ferroviaire et automobile, parce que c'est à la fois les entreprises ferroviaires et automobiles elles-mêmes, mais aussi tous les sous-traitants de ces entreprises qui souffrent aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre. Un autre exemple, on a sur le
bassin minier, il y a un grand chantier de rénovation énergétique des bâtiments avec le souhait de procéder justement à une rénovation de tous les habitats du bassin minier, de l'ancien bassin minier, en impliquant si possible et en essayant d'associer même les habitants de ces logements. On voit bien qu'il y a une explosion des coûts de l'énergie, donc il y a un intérêt économique aussi pour ces personnes-là, non seulement bosser dans le secteur, mais en plus faire des économies d'énergie au final. Et là aussi, on a des difficultés à trouver les personnes qui acceptent d'entrer en formation, alors même que, encore une fois, les formations sont mises en place, il y a une grosse mobilisation locale pour ça, et là, c'est effectivement un secteur qui est en tension. C'est pour répondre aux besoins de formation que le plan d'investissement dans les compétences, le PIC, a été lancé en septembre 2018. Et dans le cadre du PIC, les conseils régionaux ont conclu avec le ministère du Travail et le Haut Commissariat aux compétences des PRIC, pactes régionaux d'investissement dans les compétences. Nous en avons parlé avec Estelle Sauva, la directrice générale du groupe Alpha, spécialisée dans le dialogue social. Estelle Sauva a été haut-commissaire aux compétences de novembre 2017 à juin 2018. Et elle a entre autres piloté le déploiement du PIC, et c'est là-dessus que nous l'avons interrogée. Dès le jour où je suis arrivée, mon rôle a consisté à définir la répartition de ces moyens, 15 milliards d'euros investis pour 2 millions de personnes, 1 million de jeunes et 1 million de personnes demandant d'emploi peu qualifiées. Ça voulait dire qu'il fallait d'abord définir qui. Quelle est l'urgence ? Le qui, c'est le peu qualifié, comment vous le définissez ? Le jeune, comment vous le définissez ? Donc il fallait d'abord avoir un travail sémantique assez clair pour travailler sur nos urgences. Enfin, devons-nous aller sur un seul programme unique, où on ne fait qu'une seule action, de façon très monolithique, ou alors on répartit ce financement pour traiter différentes natures de problèmes, différentes difficultés sur le territoire français. Les PRIC offrent plus de moyens, mais aussi plus de liberté aux régions pour qu'elles puissent réfléchir à une offre de formation adaptée à leur territoire. Territoire avec un S, car au sein d'une même région, il y a plusieurs territoires. Pour Estelle Sauva, les régions sont les mieux placées pour identifier les besoins des entreprises sur chaque territoire et en temps réel. Mon travail, c'est de faire en sorte que les régions deviennent aussi acteurs à nos côtés pour s'emparer pleinement du plan, le faire leur, mais en même temps accepter de faire des pas de côté, là où on considérait qu'il y avait largement de quoi faire mieux. Et en l'espèce, acheter plus vite, casser les codes de plans programmatiques trop longs, c'est-à-dire décaler du besoin entrepreneurial territorial, ça c'était un problème, donc rapprocher la formation menée par les régions en termes de commande publique de l'entreprise. Vous avez livré votre cahier des charges de commande de la formation en termes d'achat alors que vous avez commencé à travailler à la demande il y a 4 ans. Ben ouais, mais les transformations, elles n'attendent plus 4 ans. Dans une entreprise, prenez l'automobile, la R&D il y a 10 ans, la R&D sur une chaîne de production, pour bâtir une nouvelle jolie voiture, ça prenait entre 4 et 6 ans, grosso modo. On est passé à des rythmes de 2 ans. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système de robotisation qui l'accompagne, le système d'automatisation qui l'accompagne, il est aussi rapide en matière de transformation. Et donc ça veut dire que la personne qui travaille sur cette chaîne de production, qui va devoir demain passer du poste d'ouvrier qualifié au technicien de maintenance, il va devoir apprendre le métier de technicien de maintenance. Et donc ça veut dire peut-être à travailler sur le machinage, le codage, etc. Bon, ça s'apprend vite. Donc on n'a plus le temps d'attendre. On voit bien que les entreprises sont demandeuses dans un pays qui se réindustrialise, ici ou là d'ailleurs. Dit autrement, il faut que les régions, comme l'acteur public et Pôle emploi, adaptent en permanence sa commande au gré des besoins des entreprises. Pourtant, sur le terrain, anticiper les besoins des entreprises et donc les besoins en formation peut être difficile. C'est en tout cas ce que remarque Thibaut Douet. Il y a une question, j'allais dire, d'agilité qui est de pouvoir aussi réagir rapidement et de déclencher rapidement des formations, parce que quand l'entreprise nous contacte, alors c'est vrai que dans l'idéal, sur le papier, l'entreprise nous prévient 1 an à l'avance, on a le temps de former les gens, de les préparer. Mais dans la réalité, surtout dans la période qu'on a traversée avec un manque de visibilité pour les entreprises, eh bien souvent on nous dit j'ai aujourd'hui besoin de tant de personnes. Donc ça nécessite aussi que nous-mêmes dans nos pratiques d'achat de formation, on ait une certaine réactivité et qu'on mette en œuvre
œuvre des mécanismes d'achat public qui permettent de répondre rapidement aux besoins des entreprises et de pouvoir nous adapter. Dans la région Hauts-de-France, des chargés de mission identifient les besoins. Chaque jour, ils sont en contact avec les entreprises, les élus, les conseillers d'insertion des départements, les structures d'accompagnement, Pôle emploi, les missions locales. Ce maillage territorial leur permet d'être au plus près des entreprises et des demandeurs d'emploi. Pour Thibaut Douet, la territorialisation est nécessaire pour atteindre ce niveau de proximité. Cette agilité dont il parle est d'autant plus essentielle que les métiers évoluent vite. Des transformations majeures comme la révolution numérique, la transition énergétique imposent aux régions de s'adapter. Pour Estelle Sauva, face à ces bouleversements, c'est donc aux régions qu'il revient de décider à quel rythme elles peuvent s'adapter. Moi, il me semble absolument essentiel que les régions ont un double rôle à jouer. Le premier rôle qu'elles ont à jouer, c'est de faire monter en gamme, en compétences, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, leur tissu d'acteurs de la formation pour répondre aux besoins, aux rythmiques industrielles qu'elles ont. Et le deuxième rôle fondamental que la région doit avoir, c'est qu'elle doit aussi donner le bon et le juste rythme en matière d'obligation, en matière de transition environnementale. Pour moi, ce défi-là, il est presque plus dangereux si on n'y prend pas garde que le défi numérique robotique. D'abord parce qu'il s'additionne, deux parce qu'on demande d'aller de plus en plus vite, trois parce que ça veut dire qu'effectivement passer de sortir du thermique pour aller à l'énergie, ne serait-ce que pour un véhicule, ça veut dire que dans très peu d'années, on va se retrouver à devoir changer à peu près tout le parc automobile français. Bon, c'est bien mignon, mais à quel rythme on y va ? Si on pense que ça n'a pas de conséquences sociales, là encore, c'est une vue de l'esprit. Donc les régions, elles vont devoir aussi mesurer habilement le rythme auquel on peut aller raisonnablement en matière de transformation environnementale pour préserver son tissu industriel. Parce que vous savez, former à tout crin sans entreprise, ça ne vaut rien. Comme le rappelle Estelle Sauva, il ne faut pas oublier que ce sont les entreprises qui garantissent le dynamisme économique des territoires et les collectivités locales qui garantissent un environnement favorable. Le soutien que les régions apportent aux entreprises est essentiel pour maintenir leur attractivité et conserver les savoir-faire. Estelle Sauva donne l'exemple de l'horlogerie dans la région Grand Est. L'arc jurassien, à la frontière entre la France et la Suisse, est un gros pourvoyeur d'emplois dans ce secteur. Vous savez, en France, il y a un secteur qui a beaucoup souffert, c'est l'horlogerie. Vous voyez bien, les montres, elles sont faites un peu de l'autre côté de la frontière, qu'elles soient automatiques ou vous mettez une petite pile dedans. Peu importe, le savoir-faire, on a tous pensé qu'il était parti de l'autre côté de la frontière. Bien moi, je suis ravie que des territoires se soient bâtis sur les territoires de Jean Rotner. Il continue à investir dans ce secteur horloger. Il a raison de le faire parce que nous sommes le premier fournisseur de compétences, de savoir en la matière. Et si on avait dû défaire ces plateaux technologiques qui demandent un savoir-faire métier, un niveau de technologie très élevé, une minutie du geste, métier extrêmement fine, eh bien, attendez, on aurait perdu ce savoir-faire en France. Or, on voit bien que petit à petit, on est capable de réindustrialiser. Petit à petit, on remet des dynamiques sur un secteur d'activité donné. Moi, j'ai été totalement bluffée par des parcours de compétences qui ont été bâtis pour des jeunes qui sont sortis de l'école sans aucun diplôme, qui avaient les pires difficultés sociales qu'on imagine, qui ont été pris dans le cadre de ces parcours, qui aujourd'hui sont en entreprise, alors travaillent parfois en transfrontalier, c'est vrai, il n'y a pas tous les emplois qui sont présents sur le territoire français, mais qui travaillent. Dans les Hauts-de-France, la formation des jeunes décrocheurs est un sujet crucial. La région enregistre un des niveaux de qualification les plus bas de France. Or, le niveau de qualification et les chances de trouver un emploi sont très fortement liés. Nous, notre objectif, c'est de les amener au moins à un premier niveau de qualification, voire d'élever le niveau de qualification. Pourquoi ? Parce que, quelles que soient les études, il est démontré que plus on est qualifié, moins on reste longtemps au chômage. Ça ne vous donne pas la garantie d'avoir un emploi, sinon tous les bac plus 15 auraient un emploi. C'est simplement de dire que vous avez plus de chances de trouver un emploi qu'une autre personne. Et toutes les études démontrent, notamment celles que nous menons en Hauts-de-France, que plus vous avancez dans votre formation, c'est-à-dire que si vous poursuivez votre formation jusqu'au bout, vous avez plus de chances de trouver un emploi.
Après, la région Hauts-de-France ne souffre pas, finalement. Enfin, on n'a pas de problème démographique. On est encore la région la plus jeune de France. Ce dont on souffre aujourd'hui, c'est surtout d'un public qui reste malgré tout, et même si on a gagné 3 points ces dernières années en termes de niveau de qualification, on reste dans une région qui souffre encore trop fortement d'un manque de qualification. C'est-à-dire de jeunes personnes qui quittent la formation initiale scolaire très tôt, sans aucun diplôme. Et donc, c'est ces personnes-là, et c'est ce problème-là qu'on doit régler, qui est de dire comment faisons-nous pour éviter les ruptures de parcours, comment fait-on pour éviter ce qu'on appelle le décrochage scolaire, puisque nous, aujourd'hui, région, on essaye de rattraper un peu, si vous voulez, le niveau en formant des demandeurs d'emploi, mais si on ne tarit pas la source, c'est un peu le tonneau des Danaïdes. On peut continuer à former, c'est ce qu'on fait un peu, on continue à former depuis des années sans avoir agi sur le décrochage scolaire. Donc il y a ce travail-là aussi que nous menons avec les autorités académiques pour essayer d'éviter le décrochage scolaire. Depuis sa mise en œuvre, le PIC a permis d'orienter plus de personnes vers la formation et donc vers l'emploi. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une part plus importante des demandeurs des Hauts-de-France qui a accès à la formation. On permet à environ 70 000 demandeurs d'emploi par an d'accéder à la formation. On a un taux de réussite aux certifications qui est de l'ordre de 75%. Donc là aussi, on a de bonnes réussites. Après, sur le taux d'accès à l'emploi, les taux d'insertion, malheureusement, ce qui est venu tout perturber, c'est le Covid, justement. Puisque là, la crise sanitaire a quand même stoppé la dynamique dans laquelle nous étions en Hauts-de-France, qui nous permettait de constater des taux de retour à l'emploi, je parle bien pour des emplois durables, c'est-à-dire minimum de 6 mois, qui étaient de l'ordre de 65-67%. Donc là, depuis la crise sanitaire de 2020, on est retombé à un peu moins de 60%. Donc voilà, malheureusement, oui, il y a eu un effet crise sanitaire indéniable. Le PIC a permis réellement, effectivement, de permettre à plus de demandeurs d'emploi d'accéder à la formation, donc à la certification, donc à l'emploi durable. Mais la formation n'est pas une solution à tous les problèmes. La mobilité reste l'un des principaux obstacles à l'emploi, mais aussi à la formation. Concernant la fracture territoriale, je trouve d'ailleurs le dernier rapport de l'Institut Montaigne assez intéressant en ce sens, parce qu'il cite ce chiffre qui est 80% de la croissance économique du pays se fait sur les 15 plus grandes métropoles en France. Donc ça démontre bien la concentration qu'il y a. Or, sur ces 15 plus grandes métropoles, vous n'avez que 30% de la population française. Bon. Donc déjà, ça exprime évidemment une fracture qu'on connaît depuis longtemps. Et je pense que la deuxième difficulté, c'est que 42% des demandeurs d'emploi résident actuellement sur les territoires où ils sont nés. Donc on a longtemps pensé ou cru qu'on serait un pays où la mobilité serait très facile d'un territoire à un autre. Je pense que la réalité est tout autre. Ça, on ne peut pas le nier, d'autant qu'on est dans une région où les réalités géographiques sont différentes, avec un département du Nord qui est très urbanisé, avec de très grandes villes ou agglomérations, un Pas-de-Calais où là aussi on a quelques agglomérations, et puis le sud de la région avec l'ancienne Picardie, donc les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, qui sont beaucoup plus ruraux et qui justement ne sont pas nécessairement faciles d'accès, et ça c'est une vraie difficulté quand même pour l'accès à l'emploi. D'ailleurs, on le voit bien puisque on a une offre de formation qui est très territorialisée, c'est-à-dire que nous commandons et nous achetons des actions de formation au niveau de l'arrondissement, voire pour ce qui relève des compétences clés, parfois même au niveau de la ville elle-même. Donc on descend vraiment à un niveau géographique très bas pour être le plus proche possible des demandeurs d'emploi.
Mais beaucoup d'études ont déjà démontré qu'on avait des personnes qualifiées qui acceptaient de prendre un travail sous-qualifié par rapport à leur niveau de qualification, tout simplement pour rester en proximité de leur domicile et ne pas avoir à se déplacer. Donc il y a un problème culturel aussi, bien entendu. Tout ne se résume pas à il n'y a pas de bus ou il n'y a pas de train. C'est pas vrai. Il y a un problème aussi de mobilité culturelle, je vais le dire comme ça. Selon une étude publiée en 2017 par le laboratoire Mobilité Inclusive, presque un quart des Français et des Françaises déclarent avoir déjà renoncé à un travail ou à une formation, faute de moyens pour se déplacer. Et près d'une personne sur 5 dit avoir déjà renoncé à se rendre à un entretien d'embauche ou dans une structure d'aide à la recherche d'emploi pour cette même raison. C'est une difficulté qui est souvent exprimée par les jeunes et les personnes les plus socialement fragiles. A l'inverse, la crise sanitaire et la généralisation du télétravail a permis à une certaine tranche de la population de s'affranchir de la contrainte du lieu. Cet exode urbain se fait au profit des petites villes, des villes moyennes. L'activité économique en France reste très polarisée, plus que dans d'autres pays de l'OCDE, et se concentre autour de quelques grandes métropoles. Ce n'est pas un fait accompli, et des solutions existent. À nous de les mettre en œuvre. Vous venez d'écouter Objectif Compétences, un podcast des acteurs de la compétence. Cet épisode a été monté par Anna Tayeb, il a été enregistré et mixé au studio La Fugitive. Audrey Largouette est la chargée de production d'Objectif Compétences. Le générique et la composition musicale sont signés Jean Thévenin. Objectif Compétences est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous.